Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour le VooZoom numéro 10. On va donc préfacer ensemble la 10e journée. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Hello, ça va? Tout va bien? Christian, l'incarnation de vision du jeu. Tout va Tout bien, va on est bien. prêt. Et puis celui dont la coiffure ressemble, en tout cas parmi nous, le plus à Diego Maradona, c'est évidemment Frédéric. Même coiffure, pas tout à fait même pied gauche. Ouais, mais même talent en général. Bon, évidemment, on commence cette émission par rendre hommage à El Diego, le numéro 10 qui nous a quittés. On salue sa mémoire. Messieurs, est-ce qu'on ne peut pas regretter une chose dans cette carrière incroyable, avec évidemment des montagnes russes faites de coups d'éclat et puis de fameux coups du sort? Est-ce que le plus grand regret, c'est qu'il n'ait pas finalement joué dans le championnat anglais ou porté le maillot d'un club anglais? Non, parce que c'est le genre de mec, rien que le fait d'avoir existé, on dit merci, quoi, c'est tout. Voilà. Qu'il ait joué en Papouasie, n'importe où, en forêt équatoriale, ce qui compte, c'est qu'on ait pu le voir, qu'on puisse dire, Il aurait voilà. été moins connu quand même. Ouais, mais bon, maintenant, avec la mondialisation, on l'aurait connu. Ce que je veux dire, c'est, voilà, on peut que dire merci. Ce mec a réinventé tout, a inventé tout. Même le football, en fait, c'était tout. C'était de l'amour et de la haine en même temps. C'était le meilleur, le pire. Mais ce qu'il y a, c'est que ce type est inoubliable. Enfin, quand on le voit jouer une fois, on se dit, c'est inoubliable. Et je pense que c'est et ce sera inégalable. En même temps, c'est une époque où on voyait beaucoup moins de matchs de football à la télévision, évidemment. Donc, la Coupe du Monde, c'était l'endroit principal où on pouvait le voir. Et j'ajouterais qu'il a non seulement été un personnage du football, mais il a aussi été un personnage évidemment très controversé, public, mais il ne faut pas oublier qu'il apparaît dans le monde du football à une époque où l'Argentine est un pays qui est détesté dans le monde entier, parce qu'on sort d'une dictature absolument atroce. La Coupe du Monde en 78 se déroule en Argentine, Maradona ne joue pas, il n'a pas été retenu, et puis il devient cette icône, cette idole de l'équipe d'Argentine par la suite, et ça va redorer aussi le blason, lui qui est issu des milieux populaires, qui est plutôt politiquement à gauche dans un pays qui était extrêmement à droite. Et je pense qu'il a aussi eu un impact non seulement dans le football, mais aussi dans l'image qu'on a eue de l'Argentine grâce à lui. Il a transcendé le football, Christian. Il a marqué aussi notre génération, celle des 40 et quelque chose maintenant. Oui, oui, c'est clair et net que c'était une de nos idoles. Mais moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais vu le documentaire qui s'avait fait l'année passée, où ils avaient passé sur Netflix, ou je sais pas, où même il était venu présenter, il y avait eu même Jean-Marie Pfaff en Belgique et tout ça qui avait participé à l'avant-première. C'était aussi la qualité technique avec des terrains qui n'étaient pas très très bons, même en Italie. Et quand on voit toute l'épopée de Naples, c'est extraordinaire, les buts qu'il a marqués. Et ouais, évidemment, il a marqué toute une génération, tout un peuple. Et c'était vraiment, ouais, c'était le joueur de notre génération, quoi. C'est ça. Alors, quand je vous ai dit qu'il n'a pas porté le maillot d'un club anglais, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a vu des photos d'un match, je crois que c'était un jubilé, en tout cas pour Ardiles, hein, cet autre grand joueur argentin, où il avait porté le maillot de Tottenham lors d'une rencontre je crois que c'était les adieux d'Osvaldo Ardiles. Ben voilà, c'est une page qui se tourne, mais the show must go on, comme toujours. Et on va donc parler de cette 10e journée de Première Ligue. On va quand même revenir d'abord, on va revenir sur la 9e journée qui a eu lieu le week-end passé, et on va revenir sur cette victoire quand même de Liverpool. Alors, Leicester balayé 3-0. Est-ce qu'on peut pousser le bouchon en disant que finalement Van Dijk et Salah qui ne jouaient pas peuvent déjà aller chercher un nouveau club parce que Liverpool n'a pas toujours besoin d'eux? Absolument pas, parce qu'il faut pas faire des conclusions après une rencontre. Mais voilà, ils ont fait ce qu'ils faisaient déjà avec eux, mais ils l'ont fait très bien face à une équipe qui était un petit peu hors dedans, je vais dire. Pourquoi? Ben, ils ont défendu en attaquant, comme à chaque fois. Et il y a ce facteur X qui s'appelle Jota qui fait beaucoup mieux que d'être un backup de Firmino, on l'a vu, parce qu'il a été le backup de Salah. Et il a eu autant d'impact sur le match que l'Égyptien. Donc, moi, je vais dire, dans ce match-là, c'est surtout l'aspect du casting de Jürgen Klopp, sa façon d'acheter, c'est chaque fois juste. Voilà. Il a été chercher Jota, il ne savait pas que Firmino allait être blessé il y a quelques semaines, que Salah allait avoir le Covid. Et ce mec, il vient comme s'il avait joué toute sa vie dans ce collectif. Donc, je pense que pour le moment, ce qui maintient Liverpool, parce qu'on l'a dit, la perte des blessés derrière, c'est énorme. Parce qu'il ne manquait pas que Van Dijk et que Salah. Il y avait Voilà, c'est ça. Henderson qui n'était pas là, Alexander-Arnold.
Il y avait aussi Thiago qui n'a presque pas joué depuis qu'il est arrivé. Donc, je pense que c'est son côté metteur en scène et agence de casting qui fait qu'ils sont toujours là au sommet du classement. Le démarrage a été compliqué, mais est-ce que Liverpool redevient le principal favori à sa succession? J'allais dire, je crois que j'ai vu tous les matchs de Liverpool cette saison, et c'est le premier où vraiment ils donnent l'impression d'être à la hauteur de ce qu'ils ont montré sur les 2 saisons précédentes en termes d'intensité pendant toute la rencontre. Ils parlent souvent de fatigue ces derniers temps au Jurgen Klopp, ben là je les ai pas trouvés fatigués du tout. Et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de remplaçants, de gens qui jouent pas beaucoup, qui ont faim, qui ont envie de montrer, et ils sont clairement dans l'état d'esprit de l'équipe. Et ça c'est un plus évidemment pour un groupe comme celui-là. Ça veut dire qu'ils peuvent compter sur leurs remplaçants. Je crois que c'est ça que ça a montré face à une équipe de Leicester qui reste dangereuse, mais qui n'a pas pu s'exprimer du tout. Et donc là, oui, je me suis dit, oui, Liverpool est candidat à sa succession, y compris avec ses réservistes. Klopp est monté une nouvelle fois au créneau en disant qu'il y avait trop de matchs, qu'il n'y avait pas assez de récupération. Voilà, on sait que la situation est très particulière cette saison. Est-ce que le fait de ressasser ça toutes les semaines, ça ne devient pas un petit peu finalement usant? Tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent, je pense bien sûr ici à Klopp, à Guardiola, c'est-à-dire revenir à 5 changements par match, ils vont la ramener, ce qui est normal. Moi, je comprends très bien leur point de vue, mais je comprends aussi très bien le point de vue des petits clubs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petits clubs en première ligue qui forcément, avec moins de pognon, moins de grands joueurs, ils ont des noyaux qui sont, voilà, c'est avantage aux riches et aux noyaux de 25 joueurs de classe mondiale. Donc, je comprends le point de vue des deux, mais tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent, ils vont continuer à la ramener. Maintenant, c'est vrai que ça commence à devenir pesant, parce que comme disait Philippe, contre Leicester, moi, j'ai pas vu un soupçon de fatigue du côté de Liverpool. Maintenant, franchement, jouer tous les 3 jours, plus tous ces clubs-là, ont beaucoup de Sud-Américains internationaux, donc pendant la trêve, ils ont fait des milliers de kilomètres. Donc, c'est vrai qu'à la longue, et la preuve, c'est pas le pourcentage de blessures en plus, donc dans les chiffres, c'est prouvé que c'est pas comme les autres années, mais bon, voilà, c'est une situation exceptionnelle. Tout le monde doit s'y faire, même eux, des gens qui font le plus beau métier du monde, qui sont payés comme des rois. Donc, on doit se mettre à sa place, mais eux doivent aussi se dire que c'est une période difficile, beaucoup plus pour certains que pour d'autres, et que le métier de footballeur ou d'entraîneur de football, c'est quand même un métier fabuleux. Donc voilà, du calme, les gars. Et puis je pense que c'est devenu un moyen assez simple de justifier des échecs. C'est pas un hasard si Liverpool, qui était un peu en difficulté en début de championnat, Man City, qui est en grosse difficulté en début de championnat, c'est d'eux que viennent les plaintes sur l'intensité physique. On n'entend pas ça du côté de Burnley. Pourtant, ils sont en difficulté aussi. Mais bon, voilà, eux, ils jouent leur jeu, ils donnent ce qu'ils peuvent sur le terrain. Moi, je trouve ça un petit peu indécent, très franchement, que des joueurs professionnels qui certes ont beaucoup d'intensité dans des matchs de football, mais enfin quand on voit les statistiques qui courent en 1h30 10 km, c'est pas non plus un champion du monde de course, quoi. 10 km, vous imaginez qu'en 1h30 vous faites 10 km, ça veut dire que les 20 km de Bruxelles, vous les faites en 3 heures. C'est quand même pas un temps exceptionnel. C'est pas à comparer comme ça peut-être, mais il y a beaucoup d'autres sports, on n'entend jamais parler de ça. Or, il y a aussi de l'intensité en NBA, il y a aussi de l'intensité en football américain. Personne ne se plaint jamais du rythme des matchs et de la fatigue. Les footballeurs, Christian, restent quand même des sportifs de haut niveau, mais privilégiés par rapport à plein d'autres sports qui sont en difficulté actuellement. Ce qui est inquiétant, c'est que si on se plaint quand on a un budget très important pour acheter pratiquement 2 équipes, voire 2 équipes et demie de joueurs compétitifs comme Fred l'expliquait. C'est inquiétant de savoir que chaque fois qu'ils ont un blessé important ou un joueur qui n'est pas là, ils se disent que voilà, on a perdu un grand joueur qui fait la différence chez nous. Et c'est vrai que par rapport aux autres équipes, je pense qu'à Burnley, ils n'ont pas 25 joueurs de classe internationale et ils ne savent pas faire des changements. Or, à entendre Klopp et Guardiola, on dirait qu'ils ont un 11 de base, ils ont 13-14 joueurs qu'ils estiment des titulaires incontestables et qu'après, en fait, ce sont des joueurs qui viennent mettre la pression et qui viennent mettre la concurrence pour que ces joueurs-là soient bons. Mais c'est pas le cas puisque ces joueurs sont aussi excellents. La preuve, avec tous les blessés, ils parviennent à avoir une intensité. Et donc, je rejoins ce que disait Fred, c'est le casting et c'est le projet collectif qui, à mon avis, en première ligue cette année, va émerger et pas celui qui se bat sur 14 ou 15 joueurs et qui se plaint. Même si Liverpool a été battu en Ligue des Champions, il reste invaincu depuis 64 matchs à Anfield. En Première Ligue, l'autre grand perdant, le grand perdant plutôt de ce début de saison, c'est évidemment Manchester City, battu à Tottenham. Et là, Christian, on peut faire la comparaison entre les saisons précédentes. C'est la 5e saison de Pep Guardiola à la tête de City. C'est évidemment la pire, notamment en termes de points après 9 matchs.
un total absolument incroyable pour Pep Guardiola. Juste avant de vous présenter cette infographie-là, je voudrais vite passer en revue le bilan actuel, Serge, avec les 88 matchs et 265 buts. La moyenne diminue encore un tout petit peu. On est passé de 3,18 à 3,11 maintenant. Et c'est toujours Dominique Calvert-Lewin qui mène tout seul maintenant avec 10 buts. Et voilà, donc on est toujours à un avantage de victoire en déplacement. Donc on peut dire qu'il y a une normalisation. En tout cas, on voit que les 3 premières places sont occupées par 3 équipes du Big Six, sauf pour Manchester United, pour Arsenal et pour Manchester City, donc, qui est calé à la, je ne sais plus, 10e place du classement et qui n'a pas encore marqué énormément de points. Je partage avec vous cette infographie avec la comparaison après 9 journées pour l'équipe de Manchester City. Alors, on voit quand même qu'en 2017-2018, on était à 25 points après la 9e journée. On est à 12 aujourd'hui, sachant évidemment qu'il y a un match en moins. Mais ce bilan de 50% est pratiquement aussi avec la saison 2018-2019. Ça, c'est quelque chose quand même qui doit être rectifié au plus tôt parce que ça, c'est vraiment pas digne d'une équipe de ce rang-là. City est 13e, c'est bien 13e, et n'a marqué que 10 buts. 10 buts en 9 matchs. Là, on se pose quand même de grosses questions. Ils ont quand même mis 17 buts de moins que l'année dernière, à même époque. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme, c'est énormissime tout ça parce qu'il y a eu Agüero, puis maintenant il y a Kevin. On commence à lire dans son attitude qu'il se dit qu'est-ce que je fous là. J'espère bien que ça ne va pas durer parce qu'il continue à faire ses matchs, c'est pas le problème. Mais voilà, pour profiter de ces caviars, il faut que des gens qui savent les exploiter. Donc je pense qu'il y a un gros déséquilibre entre la gestion défensive et globale d'un match de la part de City et maintenant, c'est son écurie, entre guillemets, offensive. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très surprenant qu'ils choisissent de re-signer à ce moment-ci pour 2 ans en plus. Je vous rappelle. Une année plus une année en option et avec une augmentation. On parle de 22 millions de livres par an maintenant. Ben oui, mais tant mieux pour lui. Ça, on sait bien que là, c'est illimité la source. On ne dira pas d'où vient l'argent parce que ce serait un autre débat et c'est moins agréable à dire. Mais voilà, c'est son record. Déjà 5 ans dans un même club, ça ne lui était jamais arrivé. Maintenant, il signe 2 ans. Qu'est-ce qui lui reste à gagner? C'est la Ligue des Champions avec Man City. Mais quand on voit ce qu'on voit pour l'instant, je veux dire, c'est aucune chance d'y parvenir. Ou bien que Messi débarque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le fait qu'il prolonge maintenant, je pense qu'il y a de gros joueurs qui vont venir. Parce qu'il y avait ce point d'interrogation. Allait-il rester ou pas? Maintenant, il y aura peut-être Messi ou d'autres joueurs. Mais je pense que City va encore sortir les chèques et va encore faire de gros transferts. Il ne faut pas oublier quelle est la personnalité de Pep Guardiola. Il a transcendé le football quand il est apparu à Barcelone en tant qu'entraîneur, mais quand on connaît le revers de la médaille du personnage, c'est un intégriste au terme religieux au sens religieux du terme. C'est quelqu'un qui ne laisse rien passer à personne, et Christian l'a déjà souligné plusieurs fois, n'a qu'une façon de voir les choses et a beaucoup de mal à changer son système. Et je pense que le fait qu'il ait re-signé, c'est le signe qu'il est terriblement frustré parce que ça ne marche plus. Et il est en train de s'obstiner, je pense, dans ce qu'il a toujours fait et qui a toujours fonctionné avec de grandes équipes et qui ne marche plus avec City. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'était vrai lors de la défaite contre Tottenham, c'était vrai aussi lors de la victoire en Ligue des Champions. C'est un nombre incroyable d'occasions de but, de frappes au but, et finalement, pas de but contre Tottenham et un seul en Ligue des Champions. Enfin, c'est une équipe qui n'est pas de ce niveau-là. Alors qu'en face, on a une équipe de Tottenham qui frappe 3 fois au but et qui marque 2 fois. Parce que j'ai fait le match, donc j'avais les stats. Leurs 2 derniers déplacements à Tottenham, ils ont tiré 41 fois au but. Manchester City. 0 but. C'est sublime, quoi. Et ici, dimanche, Tottenham, 2 tirs, 2 buts, quoi. Voilà, comme disait Philippe, voilà, ça dit tout, quoi. Vous imaginez 41 tirs en déplacement à Tottenham. C'est pas à la portée de tout le monde, donc ça veut dire que le jeu est là, mais la finition n'y est plus. Alors, c'est le dernier mot maintenant, mais vraiment le dernier pour Christian. Non, je voulais juste faire une remarque par rapport à tout ce qu'on dit. On voit en fait que les 3 entraîneurs en première ligue qui sont soi-disant dépositaires d'un jeu et d'un fond de jeu et d'une philosophie poétique du jeu offensif, c'est Bielsa, c'est Arteta et c'est Guardiola. Et quand on regarde sur les dernières journées, sur les 5 ou 6 dernières journées, Arteta a marqué 1 but et c'était sur phase arrêtée. Bielsa, il y a déjà 4 matchs où il n'a marqué que 1 but et 2 matchs où il n'a pas marqué. Et Guardiola, je crois que c'est 4 buts sur les 5 ou les 6 derniers matchs. Donc, il doit y avoir quelque chose dans
dans le côté puriste du jeu offensif qui fonctionne pas pour le moment. Voilà donc pour le débrief, on va maintenant passer au match phare de ce week-end. Match phare qui oppose dimanche à 17h30 Chelsea et Tottenham et ce sera commenté par Frédéric Wassège. On va commencer avec Chelsea, actuellement 3e, 18 points, 22 buts marqués, c'est la meilleure attaque, 10 buts encaissés. On peut dire que le début de saison des Blues est vraiment très bon, mais il faut encore, Christian, maintenant montrer qu'ils sont capables de gagner un gros match face à un concurrent direct. J'en avais vu dans le tableau, dans la préparation, qu'ils n'ont pas encore de victoire contre une équipe du top 8 ou 9, je crois. Donc voilà, mais bon, c'est important de gagner contre les équipes dites plus faibles. Et quand on regarde le bilan depuis le début de la saison, il n'y a qu'un faux pas, c'est le 0-2 contre Liverpool, donc c'est pas tellement un faux pas. Il y avait eu ce petit problème de défensif et de gardien, on en reparlera après avec une autre infographie. Mais jusqu'à présent, voilà, il y a toute une série de matchs maintenant, après la stabilité, les 2-0-0 en Ligue des Champions et à Manchester United, il n'y a que des victoires. Et donc, c'est un enchaînement qui leur permet de rejoindre le haut du classement. Chelsea qui avait évidemment fait de gros investissements durant l'été. On peut dire que ça commence vraiment à prendre forme. Werner a marqué 7 buts. Ziyech est rentré un petit peu plus tard, mais bon, Chilwell a déjà trouvé sa place et on avait eu un petit peu peur pour les jeunes joueurs qui avaient été lancés la saison dernière, mais ils sont encore là, avec notamment Mason Mount, avec James, même avec Abraham qui est souvent titulaire. Donc on peut dire que Frank Lampard est en train de trouver le bon équilibre entre les joueurs de qualité qui sont arrivés et puis les jeunes joueurs, ceux de l'académie qui avaient fait leur apparition la saison dernière. Ça fonctionne bien. Ouais, moi je dirais que c'est un nouveau projet qui démarre très très bien, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait le créer pour eux, parce que rappelez-vous, certains matchs, défensivement, on gâchait complètement tout le positif offensif avec des bêtes erreurs qui coûtaient chaque fois des buts. Donc je trouve c'est assez épatant, parce que je trouve ils ont gardé le meilleur et ils ont renforcé par encore meilleur, par de l'excellent avec les nouveaux transferts. Mais ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont quand même beaucoup d'expérience, notamment en Bundesliga. Et je trouve qu'ils ont passé le cap de la première ligue plutôt bien. Donc, c'est un projet séduisant. Moi qui personnellement me plaît, j'adore commenter Chelsea parce qu'il se passe tout. Sauf que maintenant, il se passe un peu moins de conneries derrière et tout ça. Ils semblent avoir résolu le problème de gardien parce que, rappelez-vous, le partage à Southampton, contre Southampton de 3-3, là, c'était des erreurs défensives catastrophiques qui gâchaient complètement la prestation d'ensemble. Donc, moi, je suis assez séduit par ce projet de Lampard et on sent que ça passe ou ça casse. Pour l'instant, ça passe plus que ça ne casse, mais les entraîneurs qui ont cette philosophie-là, avec autant de responsabilités, avec autant de budget, moi, je trouve ça assez brillant et je pense qu'il se le permet parce que là-bas, c'est un dieu, c'est un icône. Et il a beaucoup de crédit, ce garçon. Et il s'en sert pour faire des bénéfices, pas pour garder sa petite fortune personnelle. Je trouve ça, c'est une image. On ne parle pas d'argent, là, on parle d'aura. Et je trouve ça plutôt respectable. Christian, on a parfois tendance à dire que c'est réducteur en disant qu'un nouveau gardien peut solutionner les problèmes défensifs d'une équipe. Mais à Chelsea, avec les statistiques à l'appui, c'est le cas. Kepa, il y avait un problème depuis longtemps, déjà depuis l'époque de Sarri. Et là, il y a l'arrivée de Mendy. Il est arrivé, le public anglais, c'était Mendy Wu. Et pourtant, on voit que ces chiffres sont vraiment impressionnants, excellents depuis qu'il est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand il y a un problème, la qualité de l'entraîneur, c'est de pouvoir rectifier ce problème et le solutionner. Ils ont apporté le gardien et le gardien, en fait, sachant qu'il y a une autre dynamique, bien évidemment, ça a une répercussion sur l'ensemble de l'équipe. Si on observe les statistiques depuis qu'il est arrivé, il a joué 9 matchs pour Chelsea, 5 en Première Ligue et 4 en Ligue des Champions. Ben, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite, il y a 22 buts marqués et il y a surtout seulement 2 buts contre. Et ça, c'est très important parce que quand on a une équipe qui encaisse très très peu et aucun, comme vous pouvez le voir sur le tableau, aucun de plein jeu, ben ça donne une confiance et on sait qu'il y a moyen de ressortir le ballon de derrière, de pouvoir prendre un peu plus de risques et ça donne des perspectives pour le jeu offensif. Si on regarde depuis qu'il est arrivé sur ces 9 matchs, au niveau offensif, c'est extraordinaire en termes de buts, c'est 22 buts, c'est répertorié vraiment de manière équitable, à part le jeu dominant rapide, mais quand on marque autant de buts, c'est pas nécessaire. Mais c'est surtout cette colonne de droite et le fait de solutionner ce problème-là, c'est le travail de l'entraîneur et c'est magnifique et ça leur permet d'avancer et d'être très compétitifs pour le moment.
Alors, on a parlé des nouveaux joueurs offensifs, pour la plupart qui fonctionnent bien, les jeunes qui continuent à prester. On parle d'un nouveau gardien, mais est-ce que le ciment de tous ces points-là n'est-il pas N'Golo Kanté qui fait une saison sensationnelle, un petit peu blessé la saison dernière, il avait était un petit peu passé à travers. Là, il a retrouvé son poste, hein, il a repris le poste et la place que Sarri avait donné à Jorginho il y a maintenant 2 saisons. Et franchement, N'Golo Kanté, c'est peut-être même le meilleur joueur de l'équipe. Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec cette constatation? Bah oui, je ne peux être que d'accord parce qu'à l'époque où on avait changé la position de Kanté pour le remplacer par Jorginho, j'étais pas du tout convaincu par ce choix-là. Je ne dis pas que Jorginho est un mauvais joueur, mais je pense que Kanté, c'est sa position idéale. C'était difficile de se passer de lui et le faire jouer plus haut dans l'entrejeu. Ça ne donnait quand même pas les résultats escomptés. Donc, maintenant, on a restructuré cette équipe qui avait un problème défensif. Les chiffres, Christian vient de le montrer, sont là. Le gardien a insufflé de la confiance à tout le monde. Et Kanté, devant, il fait le verrou indispensable à un système défensif qui fonctionne bien. Donc maintenant, Chelsea devient vraiment un candidat aux 3 premières places, je pense. Mais Kanté, il n'est jamais mauvais, ce gars-là. Enfin, moi, je le trouve tout le temps bon. Mais il peut être blessé. Quand il est blessé ou qu'il est moins bien physiquement, évidemment, ça se voit aussi. Mais ce qui est significatif, c'est le paradoxe on parle de Kanté, qui est excellent, mais pour moi, ce qui est significatif à Chelsea, c'est que Kanté n'a pas joué à Rennes. Chelsea a quand même gagné. Et Chelsea a gagné pourquoi? Parce qu'il faut monter un gars qui joue à 10% du temps de jeu, c'est-à-dire Giroud, et qui vous marque le but à la 96e. Et comment t'as vu? Il s'est vraiment jeté pour aller faire la tête, magnifique. Mais voilà, donc là, on commence à se dire, il y a quelque chose qui naît là-bas, hein, parce que voilà, toutes des circonstances, on peut se passer de Kanté en déplacement, et c'est un mec, Giroud, qui est le super sub par excellence. Il est quand même champion du monde, hein, comme Kanté d'ailleurs. Ouais, en joueur défenseur, en 90 mètres de son but, on va pas refaire le débat. Mais il va peut-être partir d'ailleurs, parce que le gars, il a peut-être envie encore de jouer un peu plus. C'est ce qu'on avait dit la saison dernière, au mois de janvier, vers l'Inter, il n'est pas parti. Donc je pense que Lampard compte quand même sur lui. Je crois qu'il y a beaucoup qui seraient contents d'avoir un remplaçant comme ça. Ouais. Voilà pour cette équipe de Chelsea. Donc, 3e à 18 points, c'est-à-dire à 2 points du leader qui est Tottenham. Tottenham qui sort évidemment d'une superbe victoire face à Manchester City. Une victoire tout à fait mourinienne avec peu de possession, 34 possessions de balles, 4 tirs, 2 cadrés, score final 2-0 et Mourinho a eu une réponse absolument magnifique lors d'une interview avec le journaliste anglais qui lui disait « Oui, mais regardez, City a quand même eu parfois 80% de possession de balle. » Il a répondu « Pour moi, ils peuvent même prendre le ballon, rentrer à la maison, dormir avec. Moi, je pars, je rentre chez moi avec les 3 points. » Du Mourinho tout craché. Moi, j'ai fait le match et on le disait, 22 tirs pour City, 4 dont 2 cadrés, 2 buts pour Tottenham. Mais pour moi, c'était l'équipe la plus percutante parce qu'elle a maîtrisé son sujet du début à la fin. Il a quand même fait ce que je n'avais jamais vu de ma vie, c'est mettre un récupérateur derrière ses récupérateurs. C'est pour ça qu'il a pris Hojbjerg, hein, parce que franchement, ces transferts, et c'est là on compare souvent Guardiola, je trouve. Je veux dire, moi, il y a un mois d'ici, le jeu de Tottenham était chiantissime. C'était d'une tristesse, d'un ennui profond. Maintenant, on en fait les nouveaux génies du football. On l'a souvent dit dans cette émission. On a mis en doute le fait que Mourinho pouvait encore être efficace dans le football d'aujourd'hui. On l'a présenté un peu comme un manager du passé. Là, ça fait 1 an qu'il est à Tottenham. Il faut bien reconnaître qu'on a eu tort de penser ça. Contre des équipes qui ne sont pas joueuses, comme les City, ça va de nouveau être assez poussif, je pense. Mais coup de chapeau, là, je dis Mourinho, génie contre City, rien à dire. Et surtout, vous aviez raison de le dire, moi, le premier, quand il est arrivé l'an dernier, il ne s'est rien passé. Il était venu pour ne plus encaisser, ils encaissaient plus qu'avec Pochettino. Sauf que quand on voit le match de ce week-end, on se dit chapeau, on voit le travail sans ballon. D'accord ? Donc voilà, maintenant, à suivre. N'oublions pas que leur bilan aussi, c'était rarement notamment en déplacement contre des équipes du top. Donc voilà, on jugera un peu plus tard, mais restons. Moi, j'ai trouvé leur match fabuleux contre City. Voilà. Il y a quand même des génies dans cette équipe, hein, avec Son et évidemment Kane, on en a déjà beaucoup parlé. Quand tu as ça, tu peux te permettre de jouer comme ils jouent, c'est-à-dire parce que Son et Kane ont défendu dans leur 16 mètres par moment dans ce match. Quand tu peux demander ça à tes 2 joueurs qui te mettent, je sais pas combien, déjà 25 buts à eux deux, tu peux voyager. J'ai pas envie de parler de génie comme dit Fred, il faut pas exagérer, mais je redis ce que j'ai dit il y a 2-3 semaines, c'est que dorénavant, Tottenham va être une équipe extrêmement difficile à battre parce que Mourinho a réussi à insuffler ce qu'il insuffle de mieux
à ses équipes, à savoir la niaque, la volonté, le travail constant pendant tout un match. C'est exactement ce qu'ils ont montré contre City. Et j'aime beaucoup sa déclaration où il a dit « Aujourd'hui, je suis the experienced one. J'ai de l'expérience, je connais ça par cœur. » Et il est revenu sur cette victoire par rapport à Guardiola, qui connaît quand même très très bien. C'est l'entraîneur qu'il a le plus rencontré dans sa carrière. Et ça s'est pas toujours très bien passé. Mais là, il a donné une vraie leçon, je pense, à Guardiola dans ce match. Et il a dû savourer cette rencontre de la première à la dernière minute, je pense. Et Christian, il donne aussi la leçon dans les déplacements, puisque Tottenham est la meilleure équipe en déplacement. Ils sont premiers avec 100% des points, 13 buts marqués et 3 buts encaissés. C'est la meilleure attaque avec Leicester et la meilleure défense. Après Aston Villa, évidemment, qui n'a joué que 3 matchs. Et donc, voilà, il a cette capacité à convaincre ses joueurs de faire certaines tâches, comme il l'a fait avec Eto'o à l'Inter de Milan, comme il l'a fait avec Kane et en le faisant reculer, en demandant à Hojbjerg de devenir, comme l'expliquait Fred, le récupérateur des récupérateurs. Et ça, c'est son vrai rôle de manager. C'est en fonction de la situation, s'adapter et convaincre les gens qui sont capables de faire certaines tâches. Et pour le moment, ça se passe très bien. Ouais, je dirais que ça confirme ce que je vous disais, parce que sur les 13 buts, il y en a 11 marqués à Southampton et à Manchester United. 2 équipes joueuses. Par contre, à Burnley, il marquait à la 75e et à Double Bill à la 88e. 2 tout petits 0-1. C'est du Mourinho dans tout craché. Et voilà, on n'a rien à dire. Les chiffres sont là, 12 sur 12. Quoi. Mais voilà, il faut aussi. Contre City, je crois que c'était le 3e match de la saison contre une équipe de la première moitié du classement. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore eu les goals. Là, ils vont enchaîner 3 derbys consécutifs, plus Liverpool, plus Leicester, je crois. Donc, plus la Ligue des Champions, plus la Coupe d'Europe. Donc, ça va être terrible pour eux, comme pour tout le monde. Mais là, on va pouvoir juger d'ici un petit mois de si ça tient vraiment la route. Il n'y a eu que 2 faux pas, hein, Serge. Il n'y a eu que 2 faux pas. Il y a eu le 0-1 sur le premier match où il s'est fait surprendre, et il s'est fait surprendre à l'Antwerp, évidemment, parce que bon. Contre une équipe de l'Echo, c'est pas facile de surprendre l'Antwerp. Et donc Frank Lampard va essayer de faire aussi bien qu'Ivan Leko, match au sommet dimanche 17h30. Et on est impatient d'y être. Ce sera donc commenté par Frédéric. Voilà pour le match principal. On va en profiter pour terminer l'émission, pour faire un round-up, pour passer quelques équipes en revue. On va commencer par cette équipe d'Everton, qui avait bien commencé la saison, puis qui a eu une grosse panne, 3 défaites consécutives, qui a gagné ce week-end à Fulham, 2-3. Et Christian, on peut dire qu'il y a sans doute un lien entre le retour de Richarlison et la victoire à Fulham. Là, Serge, tu m'avais suggéré de regarder Richarlison avec ou sans. Et voilà, je me suis amusé donc à faire le comparatif. Donc, depuis le début de la saison, il a un but marqué sur penalty et 3 assists, dont 2 pour Calvert-Lewin. Donc, il est important dans la construction pour lui, mais c'est surtout avec Richarlison, c'est 6 matchs, c'est 5 victoires et un partage, 17 buts marqués et 9 buts encaissés. Mais sans Richarlison, c'est 3 matchs, 3 défaites, 2 buts marqués seulement et 7 buts encaissés. Donc c'est quand même un joueur qui a une importance dans le schéma et dans l'élaboration offensive. J'avais regardé aussi également pendant la période où il n'avait pas joué durant ces 3 matchs, quels étaient les autres joueurs aussi qui avaient un peu disparu de la circulation et voir s'il y avait une incidence. Le seul, c'est Coleman qui avait vraiment disparu et James Rodriguez qui n'avait pas joué un match. Le joueur le plus efficace, évidemment, Calvert-Lewin, 10 buts, mais sur le flanc gauche, ça marche pas mal avec Richarlison et Lucas Digne. C'est 4 assists déjà depuis le début de la saison. Et Everton reçoit Leeds ce week-end. C'est aussi un des matchs très intéressants à voir sur vous Sport World. Ouvrons le cas maintenant Arsenal. Arsenal 12e et il y a quand même une constatation désolante, effarante. Pas de but de plein jeu marqué sur les 5 derniers matchs. Le seul but marqué, ça a été sur penalty Aubameyang lors de la victoire à Manchester United. Lorsqu'on a dans l'équipe Lacazette, Aubameyang, Willian, plus des jeunes joueurs comme Nketiah qui ont beaucoup de talent, est-ce permis de ne pas marquer comme ça pendant 5 matchs? On a l'impression que la lune de miel d'Arteta se transforme tout doucement en lune de fiel. Êtes-vous d'accord? Ça montre que le problème n'est pas résolu. En tout cas, on pouvait laisser une marge de crédit à Arteta et on peut toujours la lui laisser d'ailleurs. Mais il est arrivé. Je pense que ça montre surtout qu'il est arrivé dans un club qui est
qui est vraiment très très mal dans sa structure mentale, je dirais. On avait peut-être trop dit que c'était la faute d'Unai Emery. Hein. Il y a autre chose qui se passe dans ce club. Et Serge, vous faites souvent les matchs, donc vous le voyez comme moi, et je les ai tous regardés aussi. C'est désolant de voir ce qui se passe et de se dire mais qu'est-ce qui manque à cette équipe pour montrer des choses. Et puis l'exclusion de Pépé est un signe supplémentaire de quelque chose qui ne va pas. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps dans l'émission, on disait qu'il faisait de l'excellent boulot, que c'était efficace. Au niveau défensif. Ouais. Oui. On l'a dit, au niveau défensif, c'est l'équipe qui encaisse moins qu'avant. Voilà. Vous avez raison de parler de leurs joueurs offensifs qui ont le niveau. Mais par rapport à la concurrence, est-ce que vous vous rendez compte de la différence de qualité qu'il y a dans le noyau des autres et dans le noyau d'Arsenal, je veux dire, ne fût-ce qu'au niveau de la charpente défensive. J'ai l'impression que ça fait des années, comme à City, qu'on cherche un peu une certaine stabilité et certains leaders, quoi. Donc, de leader, je suis d'accord, mais du talent, il y en a dans cette équipe, avec Partey en plus qui vient d'arriver, même s'il était blessé le week-end dernier. C'est quoi le talent, je veux dire? Le talent, si quand ça va mal, tout le monde se replie sur lui-même et cherche ailleurs, je veux dire. Voilà, Ça, c'est la mentalité, alors, plutôt. Ouais, c'est ça, voilà. Et je pense qu'Arteta n'a pas encore. C'est un entraîneur qui débute, et voilà, il n'a peut-être pas encore. Il n'a pas l'emprise que certains autres peuvent avoir sur ces joueurs qui. Je suis pas sûr qu'ils l'ont tous connu en tant que joueur, donc voilà, je pense que c'est pas facile pour un mec qui n'a rien, à part être l'adjoint de Pep Guardiola, qui arrive dans un club qui a besoin de certitude, qui a besoin je veux dire, presque d'un patriarche ou d'un coach qui est capable de mettre des gifles à cette jeunesse. Lui, c'est pas son style, quoi. Lui, son style, c'est le dialogue, parler. Il a mis des gifles à quelques vedettes, quand même, du vestiaire. Hein. On va commencer par Ozil. Et puis, il traîne le pas aussi, qu'il a eu le courage, et je trouve ça formidable de mettre Ozil définitivement sur le côté. Donc, maintenant, évidemment, qu'on ne marque plus, qu'il n'y a plus de créativité, on dit, ouais, mais non, moi, je trouve que, là, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'était très courageux de sa part, mais maintenant, on va lui reprocher peut-être, mais en attendant, il y a du boulot, voilà. Et puis, cette équipe dépend trop des humeurs et de l'état de forme de la casette, parce que j'ai l'impression qu'Aubameyang n'a pas d'humeur, il est tout le temps là pour faire le taf. Donc voilà, on se repousse un peu trop sur. Il y a un gros déséquilibre on dépend trop de l'efficacité offensive. Et c'est comme on en parlait tout à l'heure avec Chelsea. Si derrière tu n'as rien, ou avec City, tu tiens pas la route, tu fais pas le poids. Pourquoi? Parce que les autres, c'est costaud, c'est solide, quoi, tout simplement. On peut ajouter quelque chose dans l'approche, peut-être, Christian, l'approche, on va dire, tactique du système de Guardiola. Il est passé un système à 4 le week-end dernier. Mais dans le jeu, à part partir du gardien, essayer de faire 25 passes pour arriver de l'autre côté, on n'a pas encore vu grand-chose. Il n'y a pas d'alternative. Vous avez dit Guardiola, Serge. Ouais. Bielsa, Arteta, Guardiola, ils sont tous dans la difficulté de marquer, avec Leeds évidemment qui a un peu moins de moyens. Mais est-ce que la conséquence du jeu et de la mise en place dans le choix de la philosophie de l'entraîneur, il faut voir si ça cadre avec la philosophie du club. On a pu lire en début de saison que les années précédentes, Arsenal, ils ont plutôt joué la stabilité financière et le but de vouloir faire de l'argent et de rester stable plutôt que de gagner des titres. Là, on a vu en début de saison qu'il y a quand même une partie de l'équipe qui est quand même phagocytée par certains managers avec des impositions, avec le directeur sportif qui impose certains transferts et certaines choses. Est-ce que ces joueurs qui sont à disposition, est-ce que ça convient à Arteta et à son système? Alors, on sait évidemment que quand on vient d'un écolage avec Guardiola, on sait qu'il n'y a pas de plan B. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme disait Fred, il y a quand même le talent, il y a des bons joueurs, mais c'est pas le même talent qu'à Manchester City. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, dans une équipe comme Arsenal, de ne pas avoir de plan B et comme tu le dis, Serge, de se dire, bah oui, on va toujours faire cette sortie de balle avec 25 passes pour quand même finalement le donner au gardien qui la dégage? Moi, j'ai regardé un peu parce que j'ai un collègue qui m'a demandé mais combien de buts on marque réellement sur des sorties de balles pures? Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de buts qui sont encaissés sur des mauvaises sorties de balles pures. Jusqu'à présent, en 2 mois et demi, la semaine passée, j'en parlais avec Philippe, j'étais à près de 550 buts qui sont marqués sur des mauvaises sorties de balles. Et j'ai regardé sur les bonnes sorties de balles,
mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très rare. Et le dernier que j'ai vu maintenant, c'était le 4e but de Manchester United le week-end passé, mais c'était à la 90e minute, avec probablement un match qui est scellé. Mais des buts qui sont marqués en partant du gardien, avec une construction, avec une transition, avec un passage par le flanc pour un centre et que tout est pur sur 10-12 passes, c'est très rare. Donc, est-ce que ça concorde avec le symbole de la compétition, comme dirait Mourinho, c'est-à-dire finalement de marquer et de gagner? Allez, on va terminer avec une équipe dont on ne parle pas, en tout cas en ce qui concerne les problèmes extrasportifs, c'est Southampton. 5e, Danny Ings s'est blessé. Maintenant, il y a 3 matchs, si ma mémoire est bonne. On a dit, c'est fini, Southampton, le début de saison qui est bon. Ils vont rentrer dans le rang. Eh bien non, ils sont toujours 5e. Ils sont invaincus depuis la 2e journée. Et même sans Danny Ings, c'est une équipe qui est d'abord belle à voir jouer, très agréable à voir jouer, qui reste efficace avec encore un partage du côté de Wolverhampton il y a quelques jours. Moi, je trouve qu'ils sont très séduisants, ils sont agréables à regarder. C'est du foot en mouvement, il y a du spectacle. Ils ont un peu raté le coche, je trouve, contre Wolverhampton. C'est Walcott, c'est surtout Walcott qui a raté le coche. Oui, bien sûr. Mais voilà, s'ils font le 0-2 à ce moment-là, je pense que ça va être très compliqué pour les Wolves de revenir, parce qu'ils ont beaucoup de mal à marquer aussi, les Wolves. Pas peut-être pour les mêmes raisons que les autres, mais ils auraient eu du mal dans ce match-là à revenir. Je pense qu'ils avaient l'occasion de faire mal. Et c'est ce qui leur manque peut-être encore un petit peu, c'est ce réalisme qui permet de vraiment faire mal. Moi, je suis admiratif du travail d'Hasenhüttl, parce que voilà une équipe dont on voit la signature de son entraîneur avec des moyens moindres, évidemment. C'est surtout un club formateur. Hein. Combien de stars est-ce qu'il n'a pas envoyé partout, surtout en Angleterre, mais aussi en Europe, ce club de Southampton. Donc moi, j'adore ça. Et on parlait d'Arteta, on parlait d'Arsenal. Hasenhüttl, lui, on sent que c'est lui le boss, que tout le monde fait exactement ce qu'il veut. Et surtout, il a su sublimer des joueurs comme Ward-Prowse, par exemple, qui est un enfant du club, qui a toujours été bon, mais là, il est excellent, il marque tout le temps. Donc voilà, je trouve que moi, cette équipe, j'adore. J'adore parce que c'est spectaculaire, c'est à l'allemand, enfin, même s'il est autrichien, je veux dire, mais c'est à la Bundesliga. Non, le football de la Bundesliga. C'est du football allemand, d'accord, du football germanique, on va dire, mais il est autrichien, on est d'accord. Ok, on a compris. Je pensais que vous auriez compris tout de suite ce que je voulais dire. Enfin, c'est pas grave. Non, voilà, c'est spectaculaire, c'est vers l'avant, c'est respectueux du football. Voilà, et je trouve ça assez balèze qu'ils viennent s'incruster comme ça avec toutes ces écuries tellement riches à côté. Donc voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que des équipes de ce niveau-là, comme ils n'ont pas cette possibilité de s'imposer dans le camp de l'adversaire, il y a 2 domaines dans lesquels il faut pouvoir passer au-dessus. C'est la reconversion rapide. Et là, c'est les meilleurs pour le moment, avec 5 buts marqués déjà sur reconversion rapide et les buts marqués sur phase arrêtée. Et c'est l'équipe qui a marqué le plus sur coup franc direct. Donc, 2 buts sur coup franc direct, 2 buts sur coup franc indirect. Et ça permet, en fait, dans des matchs difficiles où c'est serré, où il faut une dynamique et une discipline défensive, de pouvoir émerger grâce à la reconversion rapide et la phase arrêtée. Et ça, ils le font très bien. Et c'est, comme dit Fred, ça se projette rapidement vers l'avant et c'est très, très spectaculaire à voir et c'est très chouette à voir. Southampton, une des équipes les plus agréables à voir jouer en Première Ligue actuellement et qui reçoit Manchester United. Ce sera dimanche à 15h. 10e journée de Première Ligue, donc de vendredi soir à lundi soir. Merci Philippe, merci Christian, merci Frédéric. On vous souhaite évidemment un excellent week-end avec le football anglais et à la semaine prochaine. Bye bye.